Continue le on continue le la conversation. J'ai regretté de l'avoir fait monter. J'ai regretté de l'avoir fait monter, vraiment. Salut Ruhen. Salut Ruhen, ça va? Salut, salut, ça va et toi? Ça va, tranquille. On était en train de regarder donc une petite conférence sur le djihadisme, français. Ah, excellent. On peut parler du GIED maintenant? Ah là, on va parler du djihad. Excellent. Et je te tu veux que je te reprenne les points clés de la conférence ou pas avant qu'on continue? Oui, oui, moi j'ai pas encore eu le temps de regarder là jusque-là. Alors les points clés, c'est quoi? Les points clés, c'est que déjà, le djihad, il se transmet pas par la famille. Tu vois? Parce que la religion, elle se transmet par la famille, mais tu vas pas avoir, ton père qui va te dire: «Va faire le djihad et tout». C'est-à-dire que ça va être de la radicalisation en général qui se fait par les réseaux internet, Telegram, Facebook et cetera, voire par des mosquées à la rigueur, hein, d'un point de vue marginal, mais ça va vraiment pas être, par la voie familiale. Donc il y a pas, comme j'ai dit tout à l'heure à l'autre qui était là, c'est pas une ethnie qui transmet plus le djihad qu'une autre. Tu peux avoir des Tchétchènes, tu peux avoir des Maliens, des Sénégalais, tu vois, tu as de tout, des Nigériens et tout Oh, dans le bah pays. ça réunit un peu ce qu'on a constaté durant la période de 2015, hein. C'était de toute nationalité, de tous bords. Exactement, J'ai un embrigadement massif, hein, tu connais. Les c'est vidéos ça. de certains, ça jette l'effroi dans le cœur, mais dans le cœur de d'autres, hein, ça réveille l'appel du GIED, hein. Donc, bon. Exactement, exactement. Il y a quoi également? Il y a aussi le fait que les djihadistes, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas forcément là, je parle des djihadistes, je parle pas des salafistes, je parle pas des fréristes, on parle vraiment de ceux qui entreprennent, d'aller dans la voie du djihad, voire projettent des attentats et tout. Ben, eux, apparemment, pour la majorité d'entre eux sont mariés, ont des enfants. Donc ça, ce qui voudrait dire que quoi? C'est que les enfants, ça les freine pas pour aller au djihad, au contraire, presque ça les inciterait. Les enfants font partie de ce projet un peu califal et Ça tout, ça veut c'est dire intéressant parce que ça rejoint un peu, tu sais, je sais plus si sur reportage on avait pu le voir ou s'il avait sauté, mais peut-être qu'on pourra le regarder après. Mais c'était à l'époque de 2015, tu connais, hein? Et il y avait justement dans la vidéo 2 personnes, dont un, tu sais, je sais pas si tu vois de quelle vidéo je parle. C'est la vidéo où, tu je crois que c'est un Belge ou un Français, qui est avec son fils et qui lui dit: «Ouais, les apostats, on leur fait quoi? Nanani nanana». Et l'embrigadement, hein, des lionceaux du califat. Après, il y avait le deuxième mec, lui, c'était plus un mec du Moyen ou du Proche-Orient, je sais plus. Et il dit: «Oui, nous sommes mariés, mais le djihad, c'est un fardeau, on peut pas échapper à nos obligations. Oui, on aime nos femmes, mais la guerre, c'est la guerre, on est obligé d'être là, quoi». Donc c'était une séquence assez sombre, assez sombre. Heu, mais bon, que veux-tu que je te dise, hein? Tu m'as tué, franchement, tu Mais m'as tué. mais mais peut-être qu'on pourra regarder ces passages-là, je sais pas, parce que souvent les reportages, intéressants sur le sujet, bah, ils ont des droits d'auteur tout simplement, donc on fait avec, hein. Exactement, exactement. Mais mais oui, donc il y avait aussi autre chose. Donc il y avait les enfants, il y avait le fait qu'ils étaient mariés pour la plus enfin la quand je dis la plupart, c'est la majorité. Donc entre quand je dis la majorité, c'est plus de 50%, tu comprends? Ensuite, apparemment, bon, il y a juste rapidement, autre chose qui se confirme, la majorité aussi d'entre eux viennent de milieux très précaires, tu sais, pauvres, défavorisés et cetera. Donc très, au final, d'un point de vue, socio-économique, ils font pas partie, des plus de 10 000 €, pas voilà. J'ironise un peu, mais vous comprenez, c'est pour, alléger la chose. C'est triste, voilà, mais, des conditions difficiles, économiques et matérielles difficiles, peuvent être un terreau pour, la radicalité et l'engagement djihadiste. Ensuite, apparemment aussi, c'est pas forcément des personnes issues, tu sais, de familles, déstructurées. C'est plutôt des familles stables, genre parents, mariés et cetera, plusieurs enfants et tout. Voilà. C'est pas des familles divorcées ou forcément des familles, voilà, reconstruites, voilà, tu comprends? Ouais, c'est Voilà. intéressant, hein.
Et il y a aussi la fratrie. Apparemment, la fratrie, ça joue beaucoup. Quand tu nais dans une famille de 6 ou de 5, ça il y a une corrélation entre grande fratrie et djihadisme. Voilà. Ah, c'est intéressant ça. Grande fratrie et djihadisme. Ensuite, il y a aussi, faut être honnête, le niveau académique est très bas. La majorité n'ont pas le bac. Voilà. Il y avait que l'artificier, hein, du 13 qui avait fait Oui, prépa. oui. Donc, on peut, L'artificier, le chimiste. l'artificier, ils l'ont appelé. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ah, On peut pas tous euh, aller loin, forcément, dans les études, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon, c'est dommage, c'est dommage. Euh, la question, c'est comment ils arrivent à convaincre des gens, en fait, de passer à l'action. C'est ça la question. ah, intéressant ça, intéressant. Mais pour l'instant, lui, il fait le portrait, tu sais, des activistes, des radicalisés. Attends, juste un autre truc que je voudrais te donner comme élément, parce que j'avais noté aussi. En fait, je note sur le chat à chaque fois. Apparemment, il n'y a pas de lien causal étonnant entre, regarde, délinquance et engagement djihadiste. Donc, la majorité d'entre eux n'ont pas forcément de passé de délinquance. Il y en a, mais n'ont pas forcément un passé de délinquant. Voilà. C'est pas forcément incohérent, hein, écoute, hein. Voilà, C'est pas voilà. forcément incohérent parce que, en fait, c'est là tout le paradoxe, je dirais, islamique. Parce que la délinquance en tant que telle, elle est condamnée islamiquement, tu vois. Oui, 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 Mais oui. disons que peut-être avec l'avènement des mecs en Syrie et la stratégie peut-être de recruter en masse, peut-être que c'est ça qui a fait que, hein, euh, peut-être des personnes auraient vu ce lien ou un truc comme ça, tu vois. Parce qu'il faut être honnête, mec, l'engagement djihadiste des premiers temps, on nous a dit, ce qu'ils nous ont expliqué les experts, tout ça, que c'était des gens éduqués, Oui, avec des oui. formations, des ingénieurs, etc., etc. Je ne pense pas, hein, qu'il y ait beaucoup d'ingénieurs dans la délinquance ou je ne sais, tu vois. Exactement. Ensuite, mec, il y a l'engagement djihadiste n'est pas lié à des fragilités ou des troubles psychiatriques en majorité. Il y en a, hein, mais en grande majorité, c'est pas forcément Ah, dû à donc des troubles. Voilà. on nous a servi la soupe à chaque fois qu'ils étaient fous, hein? Apparemment, apparemment pas pour tous. Voilà, Ah, mais exactement. après, faut être honnête. Le problème, c'est que l'engagement djihadiste, je sais pas ces gens-là sur quelle période ils font le zoom, mais je veux dire, il y a eu plusieurs conflits où les mecs ils étaient engagés, tu vois. Il y avait la Syrie, mais avant ça, il y avait quoi? Il y avait l'Irak, avant ça, il y avait quoi? Je sais pas moi, il y avait l'Algérie, avant ça, il y avait quoi? Il y avait peut-être les guerres d'indépendance, mais peut-être c'était vu d'un autre point de vue. Tu vois ce que je veux te dire? Mais la cause djihadiste en elle-même, elle existe depuis longtemps, tu vois. Exactement. Exactement. Et Et je ne pense pas que, et je ne pense pas que tous ceux qui s'engagent dans le djihad soient fous ou aient des troubles psychiatriques. donc, allez, tout à fait, et je rajoute le commentaire de Blast FM, ce qui rejoint ce qu'a dit le sociologue. Les auteurs des attentats en France sont souvent de nationalité française. Après, on rajoute d'origine, nanani, nanana, algérien, marocain, tunisien, tchétchène, voilà, malien et tout. Mais ils sont avant tout français, les gars. Et j'ai eu un débat. T'as écouté le débat avec l'autre? Il m'a saoulé. Euh, Ah, Vite c'est fait, j'ai sûr. pas, vraiment, je débarquais, donc je crois que j'ai dû écouter 2 minutes, un truc comme ça. Mais non, j'ai pas tout écouté. Voilà. Au final, j'aurais peut-être dû le garder, qui discutait avec toi, parce que moi, ça m'aurait vite tapé sur les nerfs, mais je pouvais plus, c'était trop, c'était trop. Non, Non, mais mec. effectivement, non, mais Non, effectivement, les mecs qui sont, ils sont français, il faut être honnête, mec. voilà, Euh, faut arrêter. C'est pas parce que euh, t'as une double nationalité que t'es plus français. Ça n'enlève pas le fait que tu sois français. Voilà, accepte. T'es né en France, t'as grandi en France, t'as été éduqué en France, t'es français. Voilà, et puis la radicalisation s'est faite en France, elle s'est pas faite je ne sais où, hein. Donc, exactement. je pense qu'il faut accepter la situation et réfléchir à des solutions, c'est tout. Il faut pas nier le problème et dire ah non, ils sont pas français. Ok, on va dire ils sont pas français. Et ensuite, tu vois, c'est pas sérieux. Tout à fait, tout à fait. Mais en fait,
le gros problème, qu'il faut acc 2 secondes, on m'appelle. Putain, mais tout le monde a décidé de m'appeler aujourd'hui. Ah oui, c'est l'Aïd, c'est vrai. Je viens de m'en mec, on est tellement déconnectés. Ya Rabak. Aussi vieux que nous. Aujourd'hui, c'est le jour du père Abraham, c'est ça? C'est Du le paps. ah, c'est ça, du PAPS. Notre père C'est à le jour tous. du paps. Le paps qui a décidé de prendre un couteau, hein, pour sacrifier son fils. C'est sombre. Et on doit se commémorer ce jour à, et de dire que Dieu l'a remplacé par un bouc, un bélier, ya Rabak. Quelle histoire. Quelle histoire. Ça, j'avoue que c'est une histoire sombre. Ça, à la fin de la conférence, on va se mettre une vidéo qui en parle pour que mais tout Ouais, ça pour dire un ouais, ouais. petit jour de Aïd, tu connais. Mais tout ça pour oui, bien sûr. Mais tout ça pour dire que voilà, donc les attentats en France ont été commises par des Français. Vous voyez ou non, qu'ils soient d'origine ou pas, ils restent français. Donc il y a très peu au final de migrants, voilà, ou d'immigrés qui ont commis ces attentats quand on les compte. Donc la typologie du djihadisme en France concerne massivement des Français. Ah oui, il y a un autre chiffre aussi. C'est quoi? Oui, oui. Vraiment, le djihadisme en France est particulier parce qu'en France, il y a vraiment au moins un millier, voire plus d'un millier, tu sais, de gens qui sont concernés par les sphères djihadistes, donc qui sont arrêtés, qui sont interpellés, fichés S, etc. Alors que dans d'autres pays, style Suisse et tout, ça va de l'ordre de la dizaine. C'est vrai qu'en Ya France, Rabak. on est dans la merde, putain, on est dans la merde. Oui, bah après, bon, qu'est-ce que je te dise, c'est ce qu'ils ont appelé les cellules dormantes, non? Oui, ça aussi, mais il y a aussi des cellules actives qui ont été débusquées. En tout cas, si vous voulez nous engager, on est là. Contactez-nous, on est disponible. Franchement, pour le coup, on n'est pas, on n'est pas caché. On peut facilement nous contacter. Donc, tant que vous êtes prêts à y mettre, voilà, le juste prix, voilà, on est là. On va pas travailler pour 200 balles non plus, parce que là, on parle d'une vraie expertise, les gars. On parle pas de juste de l'amateurisme habituel auquel vous êtes confrontés tous les jours. Voilà, continue. Non, là, ça sera la bahdila et le tadjrih. Exactement, exactement. Alors on continue. On se rend compte que les connaissances religieuses de cette population en prison sont assez faibles, hein, en fait, puisqu'on a 54% d'échantillons qui ont des connaissances faibles, voire très faibles. Hein, véritablement très faibles. Donc vous Abu avez, Hijra. voilà, et c'est la même chose en ce qui Ouais, concerne. Par contre, là, franchement, je suis très, très, très sceptique sur l'affirmation qu'il fait, parce que qu'est-ce que ça veut dire connaissance religieuse faible? Parce que ces gens-là, moi, j'ai l'impression ils comprennent pas comment le processus il fonctionne. On va peut-être leur expliquer. Ce qu'il faut oui, comprendre, oui. l'islam, c'est simple. Il y a des fards. Et ces fards-là, ils doivent être connus. Est-ce que ces gens-là, ils les connaissent? Je pense que oui. C'est tout. C'est ça qui importe. Est-ce que la connaissance religieuse, c'est de connaître, exactement tous les chapitres de jurisprudence avec toutes les règles et cetera? Ce n'est pas ça l'objectif, frère. C'est Ce pas n'est ça, c'est pas pas du tout ouais. l'objectif. L'objectif, c'est est-ce que tu connais tes fards? Est-ce que tu sais ce qui est halal, haram, wajib, je sais pas quoi, mec. Qu'est-ce qu'on C'est ça attend la de question. toi? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Exactement. Et qu'est-ce qu'on n'attend pas de toi aussi? Exactement, exactement. Donc, bon après Heu, connaissance, encore une fois, une connaissance sur quoi? Sur, la théologie, sur quoi en fait? C'est ça la question. Et croyez-moi qu'au niveau juridique, hein, je suis désolé, mais ils connaissent. Ils connaissent. Ils ah connaissent. oui, largement, largement. Alors on continue. Concerne la culture géopolitique, hein, de cet échantillon. 57% de l'échantillon a une culture géopolitique très faible, c'est-à-dire c'est des gens qui sont à peine capables de vous situer la Syrie sur une carte ou d'expliquer quels sont finalement les rapports de force dans la zone du Levant. Donc, on voit que le lien entre radicalisation cognitive et radicalisation comportementale, c'est-à-dire radicalisation violente, n'est pas évidemment automatique, loin de là, et qu'on peut être très radicalisé sans avoir automatiquement les idées claires en matière de référents religieux, politico-religieux. Voilà. Pour conclure, puisque je pense que je
Ah oui, excuse-moi, il a dit aussi que c'était un phénomène très urbain. Voilà. C'est un phénomène très urbain. Il a même donné au début la répartition. L'âge, par contre, c'est quelque chose de très étendu. Il a parlé de l'âge. Attends, si tu veux, on refait juste au niveau de l'âge pour que tu vois. En ce qui concerne l'âge, vous avez un âge moyen qui est de 27 ans et demi, en tout cas incarcéré, hein, ça va de 14 ans, le plus jeune à 14 ans, et 14 ans, et un lams. Ah, ya Rabbak. Un mec sous Janaba, ya Rabbak. Qui vient de commencer sa puberté, ya Rabbak. Le mec se prend pour Khalid ibn Walid. Ce n'est pas possible. C'est ignoble, ignoble. Donc, du coup, de 14 ans à quand? le plus âgé à 67 ans. Un mamar. Sur le déclin. Alhamdoulilah, mec. Alhamdoulilah. Ya Rabbak. Sur le déclin. Aïe, aïe. De mémoire. Donc on a une moyenne d'âge relativement jeune, puisque 27 ans et demi, c'est l'âge d'incarcération. On peut imaginer que les phénomènes de radicalisation sont évidemment antérieurs à cet âge-là, donc peut-être tourner autour de 25-26 ans, peut-être même avant. Ce qui n'est pas propre au djihadisme, hein, l'engagement radical est une affaire de jeunes, est une affaire aussi de disponibilité biographique, est une affaire d'engagement physique, d'engagement un petit peu total, d'interrogation aussi plus générale sur la vie qui est peut-être propre à des gens jeunes, mais moi qui ai beaucoup travaillé sur d'autres engagements, comme l'engagement basque, par exemple, au sein de la mouvance de l'ETA, on voit que là, on a des engagements plus âgés, avec une moyenne d'âge beaucoup plus âgée, qui tient vraisemblablement à la force En fait, des Abouhila. structures militaires. En fait, je ne comprends pas qu'ils veulent le ticket pour le paradis, ya Rabbak. Ils n'arrivent pas à Oui, oui. comprendre ça, à se le mettre dans le cerveau. C'est comme ce qu'il a dit Merkava. Le mec, il veut un ticket direct pour le paradis. Les houris, mec. Éviter les châtiments de la tombe, ya Rabbak. Pouvoir intercéder pour sa famille. C'est le gros ticket pour des gens. Mec, t'imagines? Quand tu crois vraiment à toutes ces conneries, hein? Ça peut en motiver certains. C'est de la folie, mec. Oui, 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 clairement, clairement, clairement. Mais il le dit d'ailleurs, il le dit après. D'encadrement, hein, une organisation comme l'ETA est une véritable organisation militarisée qui prenait soin de ses militants, qui les encadrait, qui les protégeait. La durée de vie d'un État, c'était 7 ans et demi. Hein, la durée de vie d'un djihadiste, à partir du moment où il s'engage, elle est beaucoup plus faible. Précisément parce que l'État islamique n'est pas une structure militaire organisée sur le territoire français, et ça explique aussi peut-être ce plus jeune âge. Si on s'intéresse aux origines socio-économiques de la famille des djihadistes, alors là, il y a une caractéristique qui est très forte, qui tranche véritablement avec ce que l'on retrouve ailleurs dans le cas de la mouvance kurde, de la mouvance irlandaise, nord-irlandaise, basque ou corse. On a affaire à des familles issues tout de même de la pauvreté, pour ne pas dire de la grande pauvreté. Voilà, Vous avez... ça c'est ce que je te dis tout à l'heure. Juste un truc, je reviens ici pour que tu puisses voir avec moi un rapport intéressant, mec. Voilà. Cartographie les lieux de résidence avant interpellation. 153 individus, donc ça fait un très gros fichier Excel à traiter. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quel est le résultat de cela? Je vais un peu vite parce que je sais que mon temps est limité. On a d'abord établi une cartographie que vous avez sous les yeux, une cartographie des lieux de résidence des individus avant interpellation. Alors, qu'est-ce qui apparaît dans cette cartographie? Bon, je ne sais pas s'il faut en tirer automatiquement des conclusions définitives, mais très clairement, on voit une prédominance des quartiers populaires, en particulier la région parisienne, le nord de la France, le bassin rhodanien, la région PACA et la région toulousaine. Prédominance des quartiers populaires, pas toujours proportionné. On le voit par exemple avec une ville comme Marseille, qui a à peu près autant de djihadistes, voire un peu moins que Strasbourg ou que Nice, pour une population 3 fois plus importante et dont la sociologie... Mais c'est normal, c'est la quicheta à Marseille. Il n'y a pas le temps Il n'y a pas le temps pour le djihad, mec. Il faut faire la quicheta, mec. Qu'est-ce que tu me racontes, mec? Aïe, aïe, aïe. Montre qu'elle est quand même
peut-être beaucoup plus, en tout cas que Strasbourg, d'origine immigrée maghrébine, que précisément Voilà, donc on est dans justement la recherche de l'argent. On n'a pas le temps. Le djihad, ça ne rapporte pas assez d'argent. la corrélation entre les zones d'implantation migratoire et les zones d'implantation djihadiste n'est pas toujours bonne. Et la meilleure façon de le voir, c'est de comparer sur la région Val-de-Loire, Bretagne, Normandie. Hein, Val-de-Loire, Bretagne, Normandie, on voit qu'il y a une densité de gens issus, de djihadistes qui en sont issus, alors que ce sont les régions où la présence migratoire est la plus faible en France. Inversement, la Corse, région où la présence migratoire est importante, en particulier marocaine, et même très importante, est totalement dépourvue de présence djihadiste. Voilà, donc tu vois, quand on dit c'est l'immigration qui rapporte forcément le djihadisme, non. Parce que Non, l'immigration, ouais, il faut être sérieux. voilà, la plupart, ils cherchent à se faire de l'argent. Ils ont pas le temps de penser à des houris bizarres, à des projets sombres, ils vont Mais travailler oui, pour un Syrien, tu vois? ah Ils ont oui, non, mais faut être honnête. Non, mais voilà, après, il faut être honnête, mec. Le djihad, c'est tout un monde. voilà. C'est une vision du monde, une vision de l'autre, de l'au-delà aussi. C'est Hein. ça, c'est ça, Ah, c'est ça. il y a des conditions, tu vois. Faut être sérieux un peu. Voilà. Continue. Vous avez aussi certaines villes qui sont complètement ou presque inexistantes. Une ville comme Bordeaux, par exemple, qui est quand même une métropole, a très peu de djihadistes, de la même façon sur les villes de la zone atlantique. Les djihadistes n'aiment pas l'Atlantique. Ils n'aiment pas l'Atlantique, ils ne vivent pas, hein, à Bordeaux. Bah, intéressant, tu vois, c'est des petites informations comme ça, on va la garder en poche, on va la garder en poche des informations comme ça pourra nous Non, resservir. ou bien ce Oui, que ça vas-y. veut dire, c'est que le job là-bas est bien fait au niveau des imams et qu'il n'y a pas de radicalité, tout simplement, mec. Peut-être que faut regarder aussi. Tarek Obrouche gère bien Bordeaux, il gère bien Bordeaux. Donc voilà, peut-être que faut regarder au niveau de moi, j'aimerais bien qu'on mette peut-être la répartition, hein, Des de FM, en cette carte. fonction, c'est ça? Non, Ouais. pas forcément des faits, mais en fonction des mosquées, des prêches qui se sont tenues, peut-être de voir les Mmh. expulsions qui ont eu lieu, tu vois, par le passé, Mmh. voir, parce qu'on connaît, mec, par exemple, une ville comme Toulouse, mec, Mmh. il y a eu des prêches radicaux qui s'y sont tenus. Exactement, il l'a dit de toute façon, Toulouse fait partie des villes les plus Ah, touchées, oui. tu vois? Ensuite, Nice, c'est pareil, région parisienne Nice, aussi, ouais. je pense, tu vois? Oui, oui, oui. Donc tu vois, il faut ça serait bien je sais pas, peut-être qu'ils ont fait le job, hein, mais si, cette analyse elle a pas été faite, peut-être qu'il faudrait qu'on regarde, de ce côté-là, ça serait peut-être intéressant, mec. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va voir la suite. Que ce soit La Rochelle, que ce soit les villes basques, etc. Et puis vous avez un certain nombre de départements qui sont sans ancrage djihadiste. Et inversement, vous avez des micro-implantations locales qui interrogent. Que ce soit des villes comme Le Mans, que ce soit des villes comme Orléans, des zones comme le Loiret, par exemple, ou l'Ardèche, qui sont à première vue pas des zones qu'on peut penser qu'elles sont touchées massivement par un phénomène djihadiste et qui pourtant voient des zones d'implantation importantes. Il te dit ça interroge. Nous, on sait pourquoi, mec, parce qu'il ne faut pas habiter à côté du kéfir. Il faut s'éloigner de lui. Il faut se regrouper entre nous, faire des Oui, oui. micro-zones de calife. Il te dit ça interroge, parce qu'il n'a pas le volet théologique, il n'a pas le volet Oui, 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 oui. juridique. Il ne comprend pas, il ne comprendrait pas un mec comme JL qui te parle de Oui, oui. permaculture, de Ah, Ya Rabbak, le mec s'est fait lever au Bénin, Ya Rabbak. Il s'est fait soulever au Bénin. Donc, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils arrivent pas à ils arrivent, suivre. tu sais, ils arrivent pas à avoir une approche complète comme nous on l'a. Il a une bonne méthode, celle d'aller sur le terrain de la sociologie, mais il te dit ça interroge. Il y a pas de souci, ça interroge, mais nous on a la réponse parce qu'on a d'autres outils d'analyse Ah, complètement. c'est comme IQCN. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce que quand tu as la réponse, tu continues à te poser des questions? Ah, Ah, mais non, non, on a la réponse, Harry. Nous, si tu veux, on vient, on te donne la réponse. exactement.
Ah, je suis mort. Mais voilà, donc l'explication à sa question, c'était le volet théologique, puisque les djihadistes sont des personnes qui sont très fondamentalistes, très intégristes par rapport à leurs textes. Que disent les textes? Elles disent que les musulmans ne doivent, s'ils sont dans un pays donc de mécréance, de guerre, dar al-kufr, hein, dar al-harb, donc ils doivent pas habiter à côté des, donc justement des mécréants, des koufars. Ils doivent habiter entre eux, entre musulmans, le plus éloigné possible des koufars. Donc, faire des zones de micro-implantation dans des zones vides, qui sont pas forcément urbanisées, il n'y a pas forcément des infrastructures extraordinairement disponibles, des grands hôpitaux, de grandes cliniques, beaucoup de travail, mais d'un point de vue théologique, d'un point de vue juridique, en tout cas je parle d'islam bien sûr, c'est quelque chose de valide. Voilà. Ce qui montre qu'il y a des phénomènes de micro-implantation, d'enclave territoriale avec un développement ici du djihadisme. Ah voilà. Dans... Attends. Bon, voilà, la même carte, mais cette fois-ci sur les villes, Ouais, oui. plus axée sur les villes. Je passe, on pourrait y revenir si vous voulez. Bon, il va pas le montrer. Alors, je vais revenir sur ce qu'on montrait tout à l'heure. Je pense que c'est ici, les profils, non? En Le tout cas, prosélyte, l'analyse, c'est elle est sombre. celui qui Elle est très sombre. Elle est très sombre, mec. Franchement, c'est vraiment très Elle très est sombre. très, qui elle est très, vraiment très, a très, très une sombre. religieuse relativement forte, qui est souvent mariée, qui est souvent en couple, qui est souvent extrêmement convaincue par son discours, qui a souvent expérimenté aussi les zones de guerre, etc. C'est évidemment le profil le plus dangereux. Le désaffilié, c'est Attends, on va regarder tous les profils. Vas-y. voilà. Pour conclure, puisque je pense que j'ai un peu dépassé mon temps, pour conclure, on a distingué en fait. Attends. Je passe isolement social. Sur les cadres de pensée, sur les éléments de pensée, là on s'appuie beaucoup sur On l'a les fait, éléments je des pense. médiateurs du fait religieux. C'est un peu cette population en On prison, n'a pas vu les profils. en fait, puisqu'on a 54% d'échantillons qui ont des connaissances faibles, Oui, voilà, on était là. vers la culture géopolitique. Faible, c'est-à-dire c'est des gens qui sont à peine capables de vous situer la Syrie sur une carte ou d'expliquer. Ah, mais ce n'est pas important de pouvoir situer la Syrie sous une Mais de carte. toute façon, regarde, là, c'est un point extrêmement intéressant. C'est un point extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, il y avait un imam qui disait, comment voulez-vous que j'éduque la population musulmane alors qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas les fondamentaux de l'école, de la République? Ah. Ah. Et donc, tout à l'heure, le mec que tu disais qui voulait pas admettre, qu'il y avait un problème Hmm. français, pour, le djihadisme, hein. Mhm. Effectivement, là, lorsqu'il dit, ce sont des gens qui ne savent pas placer la carte. Mais il faut se poser la question, comment ça Parce se que, fait, hein, parce qu'ils ne que, savent parce que je, pas placer, parce le que je truc de la suis, parce que je ils suis ont pas ils désolé. je suis Ah, désolé aussi, vas-y, vas-y. ils ont placé, hein, ils ont passé leur cursus à l'école de la République arabe. Voilà, parce que je suis désolé, en Algérie, on sait où est située la Syrie. On le sait très bien. On le sait depuis la Ah, on connaît bien la carte. On connaît bien la carte. On sait où est, donc regarde, mec, on sait où est situé chaque pays du monde musulman, parce qu'on nous apprend c'est quoi l'islam et où se trouve l'islam, et on sait où est situé, hein, l'Occident. Faut bien comprendre qu'il est. Donc, t'inquiète pas qu'on connaît toutes les zones à connaître, que ce soit d'un point de vue islamique et non islamique. Mais en France, c'est pas le cas apparemment. Le job n'est pas fait. donc Pourquoi? voilà, donc attends. Donc voilà, si, peut-être le job avait été fait, hein, si le niveau avait été élevé, hein, peut-être qu'il n'y aurait pas la place pour ces conneries. Lorsqu'un gars vient et te dit: «Oui, le bourrak, ceci, cela», qu'est-ce que tu me racontes? C'est ça le problème. C'est ça. Nous, toute cette connerie, ça peut pas rentrer dans notre tête parce que mec, c'est c'est trop d'incohérence, tu vois ce que je veux dire? Ah, exactement, exactement. Attends, je suis en train de voir un peu les commentaires, ce que vous racontez. Tarako Brouvis et Fréris, la conférence, elle date de quand? Alors, elle date de, il y a un an. Elle est récente, la conférence, très récente. Donc, les données sont relativement récentes. Donc, tac, 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 je suis juste en train de voir. Euh, alors, là, c'est pas les cellules dormantes. Oui, je t'ai répondu que c'était pas les cellules dormantes, c'est les cellules actives.
C'était ceux qui ont été interpellés, soit pour avoir passé à l'acte, soit parce qu'elles sont suspectées de pouvoir passer à l'acte. Elles ont été soit donc il a expliqué ça en début de conférence, de qui on parlait exactement. Il y a quoi aussi? Attends, je suis en train de voir juste les commentaires. Bon. Je suis pas d'accord avec toi, Régulus. Dans les petites villes, c'est faux. Comme ça, dans les petites villes, c'est faux. Bah, dans les grandes villes, il y a plus de personnes qui se radicalisent, parce qu'il a dit que c'était un phénomène urbain. Mais dans les petites villes, ce que je suis en train de dire, c'est que il y a des fois des zones d'enclave et d'implantation djihadistes. Parce qu'ils sont pas forcément nombreux, mais ils sont concentrés. Ils sont pas nombreux dans le sens et en termes de quantité. Mais dans une zone très localisée, ils vont être en grande concentration. Pourquoi? Parce que il y a cette notion, comme je vous l'ai dit, de s'exclure ou en tout cas de s'éloigner le plus possible du mécréant pour se retrouver entre musulmans et ensuite penser à s'étendre en fait, ou pouvoir mieux s'organiser d'un point de vue local. Et ça, les djihadistes, ou ceux qui ont une pensée très radicale, très salafi, ont tendance à vouloir le faire, oui, évidemment. Je continue. Expliquer quels sont finalement les rapports de force dans la zone du Levant. Donc, on voit que le lien entre radicalisation cognitive et radicalisation comportementale, c'est-à-dire radicalisation violente, n'est pas évidemment automatique, loin de là, et qu'on peut être très radicalisé sans avoir automatiquement les idées claires en matière de référents religieux, politico-religieux. Voilà. Pour conclure, puisque je pense que j'ai un peu dépassé mon temps, pour conclure, on a distingué en fait 7 profils de djihadistes. Vous les voyez, on a appelé. Alors, il y a 3 profils dominants qui sont le prosélyte, le désaffilié, il y a marqué en quête de sens. C'est ce qu'on a appelé en fait le désaffilié et l'escapiste. Ce sont les 3 profils dominants. Le prosélyte, c'est celui qui, finalement, a une culture religieuse relativement forte, qui est souvent marié, qui est souvent en couple, qui est souvent extrêmement convaincu par son discours, qui a souvent expérimenté aussi les zones de guerre, etc. C'est évidemment le profil le plus dangereux. Le désaffilié, c'est celui que l'on retrouve chez les individus qui ont les plus grosses fragilités psychologiques, qui cherchent un sens à leur vie d'une certaine façon, qui sont un peu paumés à tous les niveaux, d'ailleurs, socialement, économiquement, culturellement, etc. Et puis l'escapiste, c'est celui qui cherche à sortir de lui-même, à s'échapper de sa propre enveloppe corporelle pour devenir un autre que soi, hein, un grand guerrier, etc. On retrouve ce que Fethi Ben Sama avait appelé d'une certaine façon le surmusulman, qui cherche un petit peu à s'inventer une aura guerrière, qui est souvent celui qui se socialise sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui regarde énormément Internet et des vidéos djihadistes, etc. Et puis, vous avez 3 autres profils plus minoritaires, le délinquant, le viriliste et l'indigné. Le délinquant, c'est en effet le profil Koulibaly, hein, c'est le délinquant qui se rachète une vertu dans le djihadisme. Le viriliste, c'est un peu comme l'escapiste, mais avec une dimension de prédation sexuelle très prononcée. Hein, c'est-à-dire que c'est souvent quelqu'un qui a un problème avec le sexe, soit qui voit la possibilité. Attends, laisse-le finir juste 2 secondes. Oui. Aussi d'une forme de prédation sexuelle sur zone, ce qui existe. Un élément, mais j'en parle pas. Ya Rabak, il est passé vite. Il est passé vite. Il est passé vite. Tu sais, c'est parce que c'est un élément de Badila. Et eux, ils savent pas justement gérer les éléments de Badila. Nous, on aurait fait toute la conférence rien que sur ça. On aurait fait 20 minutes rien que sur ça, justement. Voilà, c'est très important de comprendre quels sont les profils du djihadiste. Les différents profils. Et surtout des profils qui sont affiliés à quoi? À des comportements de prédation sexuelle. C'est très grave. Vous ne vous rendez pas compte. Des violeurs en puissance. Des pédos. Des gens bizarres. Des paraphilies. Ils ne sont pas armés pour l'interpréter, mais c'est quand même un élément intéressant. Il te dit, on n'est pas armé pour interpréter ses comportements. C'est trop. Ils ne sont pas armés, mais nous, on a tous les livres pour décoder, ya Rabbak. Ne vous inquiétez pas, les frères. On a des experts avec nous. Ne vous inquiétez pas. Également, ou d'autres. C'est le rapport à la mer.
Hein, on s'est rendu compte qu'on avait Ah, 31% de notre Le corpus qui avait un paradis se rapport. trouve sous la mer, oui, les pieds de c'est la les pieds de mer. la mer, voilà. Un hadith pété, hein? Ah, super, c'est Ah, lui, il a bien percé le hadith, franchement, il excellent. a bien percé. Un hadith, une khurafat يا ربك. Alors, je continue. Qu'on pouvait qualifier de fusionnel avec la mère, hein, la maman. La mère. Donc, et que évidemment, dans ce rapport fusionnel à la mère, il y a quelque chose d'assez troublant. Hein. C'est pas seulement un rapport d'amitié forte. Très bien d'aimer sa mère, évidemment. Mais parfois, ce sont des gens qui, à 17 ans, dorment avec leur mère leur donne la douche ou le bain, etc. Donc, c'est quand même des éléments un peu troublants. Bon, voilà. Et puis, vous avez 12%, c'est le profil indigné. Mais comment il est passé vite, alors qu'il y a des éléments sombres dans cette histoire, je suis Il est désolé. il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien, Khaït. Il Son est pote à pas côté, t'as vu bien. comment il se cache? Il se cache, mec, il est pas bien. Oui, oui, oui. Mais parce qu'ils ont pas les codes, t'inquiète, ils ont pas les codes, c'est pour ça. Ah, Il c'est est pas trop. bien, il est pas bien, il est pas bien. C'est-à-dire celui qui s'engage parce que il considère comme absolument insupportable ce qui arrive à l'Oumma sunnite, qu'il a vu énormément de vidéos des massacres de femmes par l'armée d'Assad ou du Hezbollah, et qui ne peut pas rester inactif et qui va s'engager. Et puis vous avez un dernier profil, automatiquement fait plaisir à l'administration judiciaire, mais que nous on a qualifié du labellisé, c'est-à-dire celui qui est djihadiste parce que la justice, parce que le parquet national antiterroriste a décidé qu'il l'était. Mais que quand on regarde véritablement à la fois les raisons pour lesquelles il y est, on s'interroge un peu. Évidemment, c'est un profil très minoritaire, c'est une trentaine d'individus sur les 353 que l'on a vus, mais on s'interroge. Hein, le profil type, c'est le jeune qui a donné 100 € à un de ses copains et ce copain est parti en zone irako-syrienne grâce à cet argent. Il est poursuivi pour soutien logistique et il prend 3 ans de prison. Bon. Ou le grand-père qui Ya a donné un coup de baguette en Rabbak. recherche de ses... T'imagines, mec, C'est une aventure. Il est parti en voyage. mec, t'imagines, 100 tu te euros. fais lever, 100 euros. parce que t'as un connard de pote, hein, qui t'a volé 100 boules, hein, et l'administration sans pitié, ya Rabbak, au lieu de condamner, hein, ceux qui font les méfaits sales, 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 mec. Quand tu vois, il y a des attentats, tout ça, des gens qui font des soutiens logistiques réels, mec, hein. On a vu des condamnations ridicules, mec, Ah ridicules. oui, Mais un oui, mec, oui. il s'est fait carotte, mec. Il se retrouve avec 3 ans dans la gueule, mec. Horrible, 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 Ah, horrible, c'est horrible, horrible, ignoble. Ignoble. horrible, horrible. Ouf. Sinon, pour ceux qui voudraient évidemment le PDF, parce que je sais que vous voulez aussi avoir bien évidemment les informations à lire tranquillement chez vous, ça sera en description. Là, je le mets tout de suite en description. 2 secondes pour pas que j'oublie. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai mis le PDF en description. Comme ça, vous pourrez le consulter tranquillement après le live. Super, voilà, c'est bon. Alors, on peut continuer. Ses petits-enfants, et il se fait attraper par la police turque, il est ramené, départ sur zone, hein, vous savez que c'est pénalisé depuis les lois de 2014, et dès lors, il se prend 2 ans, 3 ans de prison. Donc là, évidemment, donc rien dans le profil ne montre finalement des formes de conviction au salafo Ouais, djihadiste. ça, par contre, Ray, je suis Voilà, désolé, j'ai tu te rends sur une m'arrêter zone, là. Je vous enfin, au bout remercie d'un de moment, votre attention. faut arrêter le délire. Tu vois ce que je veux dire? Ah, désolé, je savais pas. Ah, j'ai rendu Oui, service, vous savez, moi j'ai logé, j'ai rendu service. Ça, c'est le même genre de connerie, mec, qui vient, qui nous sert. Faut arrêter le délire, mec. Hein? Tu rejoins une zone, mec, c'est une zone, mec, de guerre. Hein? Je ne sais pas ce que tu vas y faire. Il n'y a pas du tourisme ou je ne sais. Hein? Donc, faut arrêter le délire. exactement. Faut arrêter le délire. Le truc de 100 balles encore ça, OK, on peut dire que why not, mais là, c'est trop, là, c'est trop, là, c'est trop. Donc, continue. Votre écoute. Merci infiniment. Merci infiniment, Monsieur Cretier, pour cet exposé très clair qui permet finalement d'établir une forme de sociologie du phénomène djihadiste
dans toute sa complexité, loin des idées reçues. Et il y en a beaucoup des idées reçues. Vous en avez battu quelques-unes en brèche. Alors, moi, j'ai tout d'abord une première question, plutôt en tant que spécialiste de l'islam. Je pourrais vous en poser des tas, mais il faudrait quand même que je laisse la place, le temps plutôt à ceux qui voudraient vous en poser. Mais qu'est-ce que l'islamologie peut apporter à la science politique et aux spécialistes de sciences politiques que vous êtes pour comprendre le phénomène djihadiste? Alors, notamment, il y a beaucoup... Ah, mec, t'as vu le jeu entre eux? Je pense qu'il a, c'est une question hard. J'aime bien ce mec. Je sais pas qui c'est, mais c'est une vraie question hard, mec, ça. Oui, c'est une bonne question en vrai, c'est une bonne question. C'est une excellente question. Et là, entre eux, ils sont en train de se regarder, ils savent pas quoi répondre. Certains travaux de sociologie, on parle de plus en plus d'islamologie appliquée. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter pour mieux appréhender vos recherches actuelles sur ce phénomène? Oui, alors ça évidemment, c'est une bonne question parce que ça peut être un reproche qui peut être fait sur le mode. Là, vous ne parlez pas arabe, vous ne connaissez pas l'islam. C'est pas un reproche. Non, mais ce qui a été dit, ce qui est dit par certains chercheurs très très connus. Ah, vous ne parlez pas arabe, mec, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps, cette histoire. Alors, on va voir comment il va répondre, mais nous, on sait comment y répondre. Et ça me rappelle une certaine personne qui avait dit les islamologues, attends, non, il faut être validé par leurs universités, leurs facultés, leurs diplômes pour être islamologue et bien comprendre l'islam. Sans ça, on ne peut pas avoir une parole critique envers l'islam. Mais bon, c'était pas vraiment ça l'idée, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des gens qui comprennent pas bien ce qu'on va en dire. J'espère en tout cas là que ce chercheur il va bien répondre, notamment sur la partie française, parce que tout ça c'est des conneries, mec. Pas parce que tu fais un travail de recherche en français, sur un support français, que tu vas pas avoir une bonne analyse. Il faut arrêter, mec. C'est du délire. Bien sûr, évidemment. À l'encontre de leurs concurrents. Mais ce qui se tient, ce qui peut tout à fait évidemment se comprendre, mais je pense pas que... Alors, je pense que pour faire le travail que nous avons fait, il faut mieux avoir des compétences statistiques, des compétences de sciences sociales et de traitement. Il a dit, vous nous faites chier avec votre arabe, ya Rabbak. Il faut avoir des compétences mathématiques. Voilà. Il faut arrêter le délire. Voilà. Ah oui. Stop. Des fondements de l'islam, honnêtement. Après, là où je suis d'accord avec vous, c'est que moi, je suis limité sur certaines de mes interprétations. Et j'ai besoin du soutien de gens. Il se trouve que j'ai un doctorant, Bilal Aynin, qui est quelqu'un qui à la fois parle arabe, a une très bonne connaissance des textes, etc., à qui j'ai dû parfois demander de l'aide pour comprendre certaines notions qui revenaient parfois dans la bouche des acteurs et que je ne comprenais pas. En fait, faut qu'on fasse un big travail pour les chercheurs, leur expliquer l'ambiance, mec. Faut qu'on leur explique l'ambiance. Oui. Un manuel d'explication de l'ambiance islamique, ya Rabbak. Aïe. Ça va être sombre, mec. On revient. Oui, vraiment. Automatiquement, ou je savais mal interpréter. Donc oui, c'est vrai que ça peut être une utilité. Et moi, je plaide pour des travaux croisés. Alors, de fait, Romain XVI a une bien meilleure formation en islamologie. Le problème, regarde, Abouija. Mais je plaide pour des approches croisées. Des approches croisées. Ils veulent la méthode RR, voilà. Voilà, exactement. Le problème, c'est que lui, tu vois, il est nia. Ça se voit qu'il est grave nia, mec. Mais le problème, c'est que ceux qui lui disent, oui, mais tu ne connais pas l'arabe. En fait, ces gens-là, ils sont en train de faire la technique allahiste pour garder le travail pour eux. Ça, le problème. Eux ne veulent pas croiser les données, sinon ils lui donneraient un coup de main, ya Rabbak. C'est vrai. C'est ça le problème. Tu vois, c'est ça la malhonnêteté. C'est qu'il y a des gens qui veulent garder les recherches pour eux. C'est ça le problème. Putain, on continue.
sur ces questions-là, qui fera intervenir des chercheurs en sciences sociales et des spécialistes de l'islam. Mais encore une fois, je considère que le djihadisme, c'est une idéologie en même temps que c'est une pratique de lutte, et que c'est peut-être beaucoup plus important d'avoir la boîte à outils du sociologue des mobilisations ou du sociologue de l'action collective, et de voir éventuellement quelles peuvent être les comparaisons à établir avec d'autres formes d'engagement violent qui n'ont rien à voir avec l'islam politique, que d'être spécialiste. Mais les deux, évidemment, seraient parfaits. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Et tu vois, Bouija, l'islamologie. le problème, c'est qu'ils ont besoin d'un mujtahid apostat. C'est ça le game, mec. Exactement. C'est ça. Il faut des gens hard. On est là, il y a plein de mujtahid, de mouftis, d'ailleurs De la Hazamia. de la Hazamia, etc. Que ce soit dans le monde arabe, dans le monde français, on est là. Nous sommes présents et on va vous aider si vous faites appel à notre expertise. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Abouja, tu te rappelles ce qu'on avait dit? Le mujtahid, c'est quoi? C'est le dribbleur ultime, ya Rabak. Exactement. Parce qu'il a tous les éléments en main, donc il peut te sortir tout n'importe quoi en termes de fatwa. Bien sûr. Exactement. Et surtout pouvoir répondre aux allégations et choubouhet des apostats et ennemis de l'islam. Ouais, tout à fait. Mais le problème, qu'est-ce qu'on a constaté sur TikTok? C'est que la plupart des prédicateurs n'avaient pas le niveau. Ça, c'est un secret de polichinelle, j'ai envie de te dire. Tout le monde le sait. Et que ce soit Mamar, que ce soit Abou Muslim, tout le monde, ou Timera, tout le monde nous a confirmé que les prédicateurs n'ont pas le niveau. Ça a été confirmé de manière générale par une partie des prédicateurs eux-mêmes. Voilà. C'est ça le problème. On C'est que continue. ça, personne ne veut admettre cet état de fait. Eh oui. Et lorsqu'on parle de réforme, comme Bajrafil, avec un état des lieux, des Kawakibi et autres références, les musulmans refusent le constat, refusent de changer, refusent d'avancer. C'est terrible, mec. Et après, on te dit, oui, mais Kawakibi n'était pas musulman ou avait des positions tendancieuses. Oui, Akhi, mais la question, c'est est-ce que son analyse est correcte ou pas? Est-ce que les remèdes qu'il propose, bon, je suis pas convaincu, mais déjà, est-ce que la plupart des gens s'intéressent à ces sujets-là? Regarde, mec. Lorsque Bajrafil il a voulu faire sa conférence avec ses potes et tout, là, conférence Kawakibi, je sais pas quoi, mec, ils se sont pris des anathèmes. Juste pour un nom de conférence d'ambiance, tu vois. Juste parce qu'ils avaient mentionné le nom Kawakibi. Ils ont eu des problèmes, t'imagines? Comment ils essaient d'avancer, ils essaient de mettre des choses en place et tout. Mais voilà, lorsque tu as pas, apparemment, t'as plus la cote avec un Ibn Taymiyyah, qu'avec un Kawakibi. C'est ça le problème, mec. Mais j'avoue. Mais Kawakibi, pourquoi? Parce que lui, il est allé dans le terrain du panarabisme. Il a voulu effacer la différence entre les chrétiens, les juifs et les musulmans sous la coupelle de l'arabité. Mais le problème, c'est que islamiquement parlant, ça ne passe pas. Je suis différent du juif et du chrétien si je suis musulman. Tu ne vas pas me la faire. Et ça, c'est mec, la dimitude ne va pas s'effacer parce que, mec, en disant ça, tu vas effacer le principe de dimitude. Je ne suis pas d'accord. Ils vont te dire, je ne suis pas d'accord. Oui, mais justement, tu vois, c'est là, les gens, ils essayent de sortir de tu vois, de toute cette hagra, de toute cette ambiance malsaine, mec. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui te disent non, stop, on arrête tout. On ne veut pas. Aïe. Toi, je continue. L'interdisciplinarité, puisque les sciences sociales font aussi. Les sciences sociales sont aussi mobilisées par les islamologues, enfin, par certains tout au moins. J'ai une deuxième question, et puis je laisserai la place, le temps plutôt, ou l'opportunité à ceux qui voudront poser le faire. Alors, vous connaissez sans doute l'ouvrage d'Hakim El-Karoui et de Benjamin Odaye, Les militants du djihad. Alors, d'après, ces deux auteurs proposent un double scénario pour l'avenir du djihadisme, puisque Daesh a échoué.
Le premier, selon les deux auteurs, serait que Ya l'Europe Rabak, attends juste pourrait 2 devenir secondes. un véritable théâtre. Tu sais, c'est vraiment marrant comment ils ont la vision, comment ils analysent les choses. Mec, t'imagines, t'as un connard, Abou Bakr Naji, qui t'écrit un livre, Gestion de la barbarie. Hein? Qui te dit quoi, mec? Qui te dit que va se rétablir un califat, mais peut-être il va s'écrouler, mec, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est qu'une étape parmi les étapes pour restaurer le califat. C'est-à-dire que dans la tête des Occidentaux, ça y est, là, Daesh, on les a détruits, ça y est, ils n'existent plus, etc. Mais dans la tête de ces gens-là, hein, des théoriciens du djihad, la partie n'est pas finie. Et comme dirait l'autre, c'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. C'est ça le problème, mec. Il y a des gens qui pensent que là, la partie est finie. Alors que pas du tout, mec. Pas du tout, pas du tout. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que ils vont analyser ces livres-là et ces théories-là? Hein? Je ne sais pas, mec. Exact. On va continuer. D'avenir pour le djihadisme. Le deuxième scénario, pour eux, serait que le djihad violent tendrait plutôt à se transformer en une sorte de djihad idéologique. Alors, que pensez-vous de ces deux possibilités? Le truc qui ne veut strictement rien dire, mec. Un djihad violent qui va devenir un djihad idéologique. Ça ne veut rien Ya dire. Rabak, mais le djihad violent est un djihad idéologique, ya Rabak. C'est Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bah, l'idéologie admet la violence et même en fait un principe à vouloir. Allah dans le Coran veut la violence. Il veut, en fait, c'est simple. La violence n'est qu'un procédé, n'est qu'une dynamique, n'est qu'une ambiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des verrous qui ont été déclenchés, la violence est permise, tout simplement. Il n'y a pas de différence entre djihad idéologique et violence. Ça fait partie de l'idéologie, la violence. Comme la paix aussi fait partie de l'idéologie. La paix définie islamiquement parlant, bien sûr. Il ne faut pas confondre. Il y a un lexique islamique qu'on ne doit pas confondre avec le lexique non islamique. La paix, le pardon, etc. La violence, l'amour, tout a une définition très très particulière et spécifique en islam. Des analyses prospectives sur le sujet. Ce qu'on voit en tout cas très clairement, c'est que le déclin de l'État islamique au Levant a quand même totalement asséché les départs sur zone, ainsi d'ailleurs que les retours. Contrairement d'ailleurs à ce que disaient bien des spécialistes des services de renseignement qui prédisaient des départs sur zone massifs, etc., il n'y en a quasiment plus, je crois qu'il n'y en a pas eu un seul depuis le début de l'année civile. Donc mec, mais en fait, vraiment, ils comprennent pas l'ambiance, en fait. Vraiment, ils comprennent pas l'ambiance. Mais c'est normal que les départs ils sont arrêtés puisque les mecs ils ont mis en place des arrestations massives. C'est logique. Un mec est djihadiste, hein, c'est quand même quelqu'un qui va mesurer le pour et le contre. Et de toute façon, ils reçoivent des ordres. Il ne faut pas affluer s'il y a un risque d'échec majeur, mec. Faut d'un moment, il faut réfléchir. Et ce que vient de dire Ruyen est très justement trouvable, consultable et visible dans les ouvrages de jurisprudence dans le chapitre du djihad. Quand vous allez vous renseigner, que ce soit chez Nawawi, que ce soit dans Umdat de de Shafi'i, etc. Umdat Salik de aussi un ouvrage Shafi'ite. Vous allez dans le chapitre djihad et c'est écrit quoi? C'est écrit que le djihad ne peut s'opérer que sous plusieurs conditions. L'une des conditions pour des opérations de djihad, c'est bien sûr que le calife t'autorise ou que le commandant t'autorise ou que l'imam sous lequel tu es affilié t'autorise à y aller, comme a dit Ruhen, et deuxièmement que les conditions matérielles soient réunies. Donc s'il n'y a pas le fric, s'il n'y a pas l'armée avec toi, si l'ennemi est trop surreprésenté, trop puissant, tu ne te déplaces pas pour te rendre au combat, tu ne risques pas de perdre de potentielles victoires juste parce que tu es trop pressé de gagner. Et ça se base sur un hadith du prophète qui dit qu'il ne faut pas se presser d'aller se battre si la victoire ne vous paraît pas garantie en fait. Voilà. Je vous retrouverai après le hadith, il est très intéressant.
J'avais étudié dans le cadre d'un PDF sur le djihad. En tout cas, comme a dit Ruhen, ils comprennent pas l'ambiance, la théorie légale et juridique islamique concernant le djihad. C'est pas pourquoi, parce qu'il a étudié que la sociologie. Il n'a pas étudié justement la discipline juridique de l'islam. Que voilà, la force de l'engagement djihadiste tenait beaucoup à la séduction du projet califal mis en place par l'EI. Ça veut pas dire, et vraiment, l'EI a mis en place un projet particulièrement séduisant, parce qu'il y a eu d'autres expériences djihadistes, ou en tout cas d'autres expériences islamistes armées. En fait, ils comprennent pas que. Les GIA en Algérie, alors qu'on a en France une immigration algérienne. Attends, c'est devenu une chalota, là, ça va vers l'Algérie. Vas-y, interviens. Vas-y. En fait, ils comprennent pas que l'avènement de l'EI, en plus, mec, c'était presque 100 ans après la dissolution, l'abolition du califat, mec. Déjà, c'est un symbole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs, ils ont restauré un califat, alors que ça semblait improbable, mec. Faut être honnête, mec, t'imagines? Califat aboli presque depuis 100 ans, tu te dis. En plus, c'est dingue, mec, 2015. Et un connard, il est apparu, il a dit oui, je suis le calife, aidez-moi si je me trompe, je sais pas quoi, nanana. Bref, tu connais son discours, hein? Mec, il a popé comme ça, hein? Putain, mec, il est plus jamais réapparu en public, hein? Et pourtant, il y a des gens massivement qui ont fait la béa, qui l'ont rejoint, c'est de la folie, mec. C'est de la folie. Ça veut dire quoi, mec? Ça veut dire qu'ils ont. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que le fils là du leader du Hamas il disait. Il disait, dans la logique djihadiste, il y a des victoires qui marquent, mec. Parce que ça donne des perspectives d'avenir. T'imagines, mec? Alors, contre toute attente, ils ont pu restaurer un califat. Imagine, hein? Si demain les États occidentaux sont plus faibles, ce serait la folie, mec, t'imagines? Oui. Donc, il n'arrive pas à se projeter. Il n'arrive pas à se projeter, arriver à se dire que oui, vous avez gagné au niveau de l'armée. Ça, c'est évident, mec. Mais maintenant, au niveau idéologique, les gens radicalisés, on sont toujours radicalisés. Il y a des gens qui ont été sur zone, qui sont revenus, qui sont toujours radicalisés, mec. Il y a un article sur le Parisien qui est paru là il y a quelques jours, hein, qui relate ces faits. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah là là. Bon, je continue. Qui est quand même massive. Les Algériens français qui sont partis se battre au GIA, ça se compte sur les doigts des deux mains. Alors que vous avez eu des centaines et des centaines de Français qui sont partis se battre en Syrie, dans une terre où la plupart savaient à peine où elle se situait. Donc ça, c'est pour répondre à la personne de tout à l'heure qui me disait la majorité de ceux qui ont commis des attentats qui sont djihadistes sont des Algériens. Voilà, comme ça, juste gratuitement, il balance les chiffres comme ça. Moi, je veux les sources, arrête de balancer à partir de ton expérience personnelle. Voilà, et donc là, le sociologue nous dit que les franco-algériens ne sont pas du tout représentatifs de la typologie du djihadiste français. Donc, c'est pas le fait d'avoir des parents algériens ou d'avoir des origines algériennes qui te pousse plus au djihadisme Moi, je te dis la vérité, ça m'étonne même pas, mec. Et Voilà. il te dit même pareil. Et de toute façon, là, le mec, il te dit, mais s'il avait écouté David Valla, hein, il aurait su que le problème algérien était un problème algérien. Ça s'est réglé entre Algériens. Très peu de combattants de l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, c'est peut-être ce qui a fait que ça ne c'est bon, certes, bilan catastrophique, mais c'est peut-être pour ça que ça ne s'est pas propagé. C'est ce que on comprend de la situation. Parce que imagine, hein, s'il y avait eu d'autres pays, d'autres coalitions, mec, qui seraient venus. Peut-être que l'Algérie serait dans un état catastrophique. Alors je ne dis pas, hein, guerre civile, 250 000 morts, c'est un bilan dramatique, mec. Mais imagine maintenant si je te dis que dedans, on avait rentré des forces extérieures. Ça aurait été, je ne sais pas, catastrophique. Oui, exactement. Ex-Muslim Mohammed Abu Lahab, do you speak French or not? I would like to talk to you maybe if you are interested. How to get this whole discussion in English, please? I'm sorry we can't translate it. It's more than 2 hours, so I'm really sorry for you that you can't understand French language. But if you want, one day
organize a talk between us, between ex-Muslims in English. There is no problem for my part. So thank you for your support, and I hope that you still appreciate our videos and lives, and that we can talk more another time. Thank you, Mohamed Aboulahab. Bon, on reprend. On n'est pas chez les Anglais. On est en France. On revient. Ah là là. Ça, c'est Ah, les intéressant. Anglais ils doivent se Il débrouiller suffit pas. eux-mêmes avec les Mohamed Hijab et compagnie. On ne peut pas tout C'est faire, ça. mec. On Look, a nos propres problèmes. look, Mohamed Aboulahab, you have to you have to deal with Muhammad Hijab and Ali Da'wa and Torres and who else? Comment il s'appelle? What's his name? Muslim Skeptic. So you have to organize yourselves to confront them and to destroy their discourse. But we have our own politic enemies, if we can say that like this, that take a lot of our time, to be honest. Bon, je continue. Désolé, là, je suis sûr que les non-anglophones, ils ont rien pigé. Ils ont rien compris à ce qu'on est en train de dire. Je continue. Ne vous inquiétez pas. Attends, il y a Katikat qui a dit Bronner a bossé sur la déradicalisation pardon, aussi, et ça a été un échec. Ah, Ah parce oui, que eh oui. peut-être qu'ils n'avaient pas l'approche RRR. RRR, eh oui. Ils auraient fait la behdila. Ils les auraient behdel, mec. Une réponse à tout. Oui, Une bien attaque sûr, pour tout. évidemment. Un discours ficelé et rodé. Qu'il y ait une expérience de lutte armée pour qu'elle soit attractive, il faut que cette expérience de lutte armée soit singulièrement attractive. Et qu'est-ce qui faisait de l'État islamique le fait que c'était singulièrement attractif? C'est que c'était un conflit sunnite-chiite, parce qu'on ne retrouvait pas. Ah, il y avait une ambiance. Mec, c'est sombre ce qu'il dit. C'était attractif parce qu'il y avait l'ambiance sunnite. On se retrouvait au Moyen-Âge, mec. Après, je suis pas très convaincu. Je suis pas très convaincu parce Ah, j'adore. que les guerres sunnites, chiites, il y avait eu le cas. S'ils avaient voulu faire les guerres d'Irak à l'époque, etc., ils auraient pu se rendre sur site, mec. Alors peut-être qu'il n'y avait pas le projet califal à ce moment-là, hein, mais l'ambiance chiite sunnite, elle est de longue date, hein, faut être honnête. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pas du tout en Algérie. 2, qu'il y avait les réseaux sociaux et l'Internet, et donc il y avait des images, ce qui n'était pas le cas de la IS ou des GIA dans les années 90, où il n'y avait pas d'images. Et 3, que l'État islamique. Il n'y avait pas d'image, À Abu Hijra, paraît-il que certains vétérans du djihad, ils ont des cassettes sombres. Donc je ne sais pas qu'est-ce Ah qu'ils me oui, racontent. oui, ils ont filmé. Il y en a qui ont filmé leurs exactions. Ils ont filmé malheureusement. Enfin, malheureusement, pour nous, ça reste des témoignages historiques. Mais malheureusement, eux, ils l'ont fait dans des buts plus sombres que ce qu'on peut croire. Voilà. Donc oui, non, après, c'est vrai que c'est sans commune mesure, mais après, encore une fois, comment peut-on comparer 1990, hein, avec 2015? Enfin, je veux dire, c'est logique qu'il C'est n'y pas avait pas. comparable. Ah ben Là, on oui, parle mec. d'une guerre civile. Dans l'autre truc, on parle on Non, commence même pas. Je parle même pas. ça. Je parle même pas de ça. Je parle d'une époque qui n'était même pas développée comparé à 2015. Oui, C'était pas Internet, logique, les parce que, vidéos oui, n'allaient voilà, pas circuler, mec. Faut être honnête. c'est ça. C'est comme si tu me disais, est-ce qu'aujourd'hui les appels au djihad se font depuis des cassettes? Bien sûr que non. Par contre, je suis persuadé, hein, Non. que peut-être qu'il n'y avait pas des vidéos, mais par contre des cassettes qui appellent au combat avec des khotbas et des conneries, hein, j'en suis Si, sûr qu'on en retrouvera à la pelle, 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 pelle. Donc, faut arrêter le délire, mec. Faut comparer ce qui est oui. comparable. Peut-être qu'il fallait comparer le nombre de vidéos au nombre de cassettes qui ont été diffusées. Peut-être que là, ça aurait fait du sens, mec. De cassettes, de vidéos, de messages radio, de messages écrits. Voilà, faut aussi prendre en compte les moyens de communication et transmission de l'appel au djihad qui était en vigueur à cette époque. On poursuit? Pour le parler un peu vulgairement. C'est-à-dire que les GIA, tout le monde savait qu'ils allaient se faire écraser, en tout cas tous les Algériens de France savaient qu'ils allaient se faire écraser par l'armée algérienne.
alors que l'État islamique... Ah, ils savaient que l'armée algérienne, c'était des sans-pitié. Des sans-pitié. Ah, T'allais là-bas, t'allais pas revenir. Voilà. En plus, mec, c'est vrai que contrairement à ISIS, aller en Algérie, mec, ils te promettaient pas des villas, piscines, ils te promettaient pas le paradis en fait sur Terre, pas du tout. T'allais là-bas, t'allais te confronter à des Kabyles, t'allais te confronter à des gens sombres qui vont t'attendre au tournant. Donc voilà, si t'es pas de là-bas, tu vas pas t'en sortir. Donc t'avais intérêt à ne pas aller là-bas. C'est vrai que c'est vraiment des époques différentes, mais c'est des mentalités différentes aussi. oui, c'était pas la même Oui, ambiance, la pas le même tragédie. conflit, il faut être honnête, mec. Même Voilà, si voilà. il y avait des émirs et des mecs qui rêvaient des proto-califats en Algérie, etc., etc. Ok, il n'y a pas de souci, mec. Mais l'ambiance, mec, c'est une ambiance berbère. Je suis désolé, mec. Je suis pas Ouais, sûr que les mecs, ils allaient accepter de se faire dominer par d'autres puissances, mec. Ils ont déjà dégusté. Merci, mais non e merci, mec. exactement, exactement. Ah là là, je continue. Haute à un certain nombre d'armées, y compris occidentales, pendant relativement longtemps sur une zone absolument immense, en créant un projet califal qui était particulièrement séduisant. Donc moi je considère qu'en effet l'extinction de ce projet califal fait que En fait, c'est même pas que. En fait, ils ont même politique. pas compris. Lui, il te dit séduisant. Non! Du moment où il y a eu l'avènement et que ça s'est concrétisé et que effectivement il y avait la charia d'Allah qui était appliquée, mec, l'obligation devient effective, mec. C'est ça qu'ils comprennent pas, eux. Ils se disent oui, mais non, mais mec, en Algérie, il n'y avait pas de... Il y a pas de il calife, y avait... déjà, il y avait pas de calife, il y avait pas de calife en Algérie. Il y avait pas quelqu'un qui s'est proclamé calife, déjà de un. De deux, mec, c'était juste des petits groupes comme ça, qui s'excommuniaient entre eux. Je sais pas si tu te réalises, mais il y avait des groupes, ils s'excommuniaient entre eux, mec. Ils faisaient des dingueries, et entre eux, ils disaient, toi, tu vas trop loin dans ta dinguerie. Toi, tu vas pas assez loin dans ta dinguerie. Donc, ils s'excommuniaient. Donc, c'était chaotique. Il y avait pas d'organisation. Faut comprendre ce que c'était à l'époque. Alors que là, avec Isis, c'était quand même assez structuré, en tout cas au début. On continue. Mais je ne vois pas un avenir, en tout cas immédiat, à un type de djihadisme tel qu'on l'a connu. Il peut y avoir un djihadisme plutôt Al-Qaïda, transnational, qui s'opérerait hors d'Europe, mais encore une fois, je suis très mauvais en pronostics électoraux, je me gourre à chaque fois, donc a fortiori sur ces questions-là. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ou sur Zoom, en ligne? N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Vous avez la parole, n'hésitez pas. Oui. Alors, merci, Monsieur Crétier, pour cette présentation et ces segmentations. C'était passionnant. Je voudrais revenir sur le cheminement de sociabilisation. Ouais. La socialisation des types dans votre échantillon sur l'arrivée dans l'écosystème djihadiste en ligne. Par quel site, quelle recherche, quel cheminement? Ouais. J'imagine que l'échantillon étudié a pu entrer dans cet écosystème à une période où les plateformes n'étaient pas encore dans leur plein potentiel. Non, plein potentiel intervention. Ah oui, intervention. Ah oui, c'est ça. Voilà. Laurence Bindner, de Djihadoscope. Voilà. Oui, alors, Laurence, enchanté. Je saurais difficilement vous répondre précisément sur le type de site. Ce que l'on voit, c'est qu'on a fait la distinction d'ailleurs entre ceux qui s'étaient radicalisés d'une certaine façon tout seuls face à Internet et ceux qui s'étaient radicalisés via majoritairement les réseaux sociaux ou ceux qui se radicalisaient via les deux conjointement. Mais je ne saurais pas vous dire véritablement quel site et quel type de réseaux sociaux. Je sais que le réseau Twitter, il y a une belle thèse qui a été soutenue par une collègue canadienne récemment. J'étais dans son jury de thèse à l'Université de Montréal sur la radicalisation via Twitter, qui était relativement intéressant, qui reposait sur un très très gros corpus. Mais voilà, je ne saurais pas dire. Par contre, ce qui est vrai, enfin ce qui nous a beaucoup marqué, c'est à quel point ce mode de socialisation au djihad, qu'on va qualifier de virtuel, est actuellement totalement dominant. Hein, totalement dominant, et à quel point... T'imagines, tu te fais recruter par un JL. Tu te fais recruter par un JL, mec. C'est une vie de merde. Franchement, JL.
Vous vous rendez Oui, compte? ou Pour des lui, Omar Denis Hussein et ou Omer Omar Hansen. Hussein ou voilà, enfin, des mecs, ça vole pas haut le niveau, tu vois? On les a, pour JL déjà entendu en space, pas très convaincant mec, pas très convaincant, pas du tout convaincant. Le mec il vient, il raconte sa life, il te parle surtout du châtiment de la tombe, le mec il est en angoisse, il est pas bien donc moi je pense que ceux qu'il arrive à recruter, c'est des gens qui sont en angoisse, qui ont peur. Exactement, L'âme elle exactement. zazà, elle est pas bien mec. Mais faut être Me honnête, semble mec, c'est pas, Oui, tu vois, oui. c'est pas, c'est même Omar Homsen, tu vois, j'ai écouté les reportages sur le sujet, c'était pas très convaincant, mec. Alors, ça tournait autour de quoi? Des obligations, de la hijra, du califat, tout ça, tout ça. Tu connais, mec. Mais Mmh. au niveau de l'éloquence, des arguments, franchement, mec, c'est assez faible, faut être honnête, hein. Oui, oui, clairement, clairement. Donc on continue? utile en tout cas. Moi, je suis pas, je suis sociologue du politique, je suis pas professionnel de la politique, mais si j'étais, on va dire, ministre ou en charge, il me semble qu'une des façons de Tu vois, mec, c'est ça qui est intéressant. Il te dit: «Je suis sociologue de la politique, mais pas professionnel de la politique». Mmh. Je comprends pas pourquoi est-ce ils font pas de l'interdisciplinarité. Par exemple, moi, je m'attendrais à ce qu'un sociologue du phénomène de radicalisation islamiste ou de la radicalisation en général soit aussi un professionnel du domaine qu'il étudie d'un point de vue sociologique. Par exemple, moi, je dis, franchement, ça serait intéressant d'avoir des gens qui ont des doubles, voire des triples casquettes. Par exemple, une casquette de théologien, de sociologue et de juriste. Voilà, qui s'y connaît en théorie légale islamique. Moi, j'en ai marre de voir que des gens qui maîtrisent un domaine et donc qui maîtrisent qu'une partie du problème ou qui ne comprennent qu'une partie du problème. Donc forcément, il va y avoir des solutions biaisées, incomplètes, défaillantes. Parce qu'il faudrait des professionnels de l'islam, en fait. Quand je dis des professionnels de l'islam, c'est qu'ils arrivent à en comprendre l'idéologie sous plusieurs axes de réflexion, sous plusieurs approches disciplinaires, Mais pas une seule. tu sais, hier, Oui. j'écoutais une interview de Driss Rali sur Livre Noir. Il disait quelque chose de très intéressant. Il disait, il y a 100 ans, il n'y avait pas beaucoup de, en 1905, etc., il n'y avait pas beaucoup de musulmans, en tout cas en France métropolitaine, hein. En France, sur le territoire national, si on compte pas l'Algérie, tout ça, le Maroc, les protectorats, ceci, cela, hein. Il te disait, on avait des spécialistes à l'époque et on comprenait Mmh. l'islam. Aujourd'hui, hein, qu'on arrive à, selon les statistiques, 10 millions, hein, de personnes de confession musulmane, les experts ne comprennent plus. Ils sont perdus, mec. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la question, mec. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait, hein, que le niveau est baissé? Que les spécialistes ne comprennent plus. Ils sont perdus. Je sais pas, mec, je ne sais pas, je comprends pas aussi. Attends, continue. de limiter peut-être ces phénomènes de radicalisation, ça serait, ça pose des problèmes en termes de liberté publique, mais d'avoir un contrôle beaucoup plus accru sur les réseaux sociaux et l'usage que l'on fait. Ah, voilà. Tu vois, c'est ça le problème avec toujours le contrôle, le ceci, le cela. Qu'est-ce que ça veut dire le contrôle? Ils veulent, ça va se finir en censure généralisée, cette histoire, mec. C'est ça le Oui, oui, problème. oui, oui, Au lieu oui. de, au lieu de tout simplement exposer texte parler, mec, leur faire la là, hein, raconter les mécanismes, pourquoi, comment, faire des émissions sur le sujet, hein, on te parle de censurer, de limiter l'accès, mec. Mais c'est pas comme ça qu'on lutte contre une Au idéologie. contraire, En plus, vous allez censurer les réseaux sociaux. Il y a des livres qui circulent, mec. Vous allez interdire ah les oui. livres, mais ça circule sous le Au manteau. contraire, il faut augmenter la parole, en fait. Il faut que les gens se libèrent. Il faut exposer les textes, il faut exposer les discours, les paroles, les ridiculiser, Exa- les déconstruire. e- Exactement. En plus de ça, moi, ce qui me surprend, c'est que, je pense, vu qu'ils lisent pas le volet théologique et cetera, ils ont pas compris un scénario. Ils ont pas compris que l'islam surfe sur quoi? Sur l'ignorance. Sur l'ignorance, mec. C'est-à-dire une certaine quand je dis l'ignorance, une certaine ignorance de certains textes et de certains concepts. C'est ça le délire, mec.
Et eux, au lieu d'aller sur ce terrain-là et d'exposer, eh ben, ils jouent le jeu, hein, la stratégie des ennemis. Moi, je comprends pas, mec. Il y a un gars, son objectif, c'était de vaincre politiquement, militairement, spirituellement, économiquement, tout ce que tu veux, hein. Il a une partie plus ou moins secrète, mais en réalité, mec, qui n'est plus secrète depuis hein, l'avènement de l'Internet, depuis même avant, hein, je dirais, l'imprimerie, hein. Mais ils n'ont pas compris le scénario, mec. Ils te disent non, non, on va jouer leur jeu, on va, on va censurer, mec. On va censurer alors que l'Arabie Saoudite a mis je ne sais combien de milliards pour éditer des livres. Imagine, imagine la folie de l'enjeu de leur censure. Mec, ils ont édité pour des milliards de livres, mais on va réussir à censurer. Ouais, vous avez raison, les gars. Vous inquiétez pas, on va dans la bonne direction. On continue. Merci. Alors, je vois qu'il y a une question, Mohamed. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation très riche qui nous apprend un peu plus comment comprendre les motivations. D'ailleurs, Abou Hija, vraiment, désolé, je reviens encore une fois sur ce truc, parce que c'est tellement une dinguerie, mec, ça m'a choqué, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que, bon, la vidéo, elle s'est faite il y a 1 an. Bon, ils étaient dans leurs travaux de recherche, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on constate depuis 1-2 ans, hein, au sein de l'apostasphère, d'une manière générale? Débat TikTok, tout ça, témoignages, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les textes arabe. Ils entendent des hadiths, mec, sortis de l'espace. Des hadiths de fous furieux. Des hadiths, mec, à dormir debout. Mais pourquoi? Parce que justement, ces textes, hein, on a dit, mec, comment il s'appelle là, Mohamed Harkoun, le choc des ignorances institutionnalisées à la PAC. Les deux côtés de, de la Méditerranée, mec. C'est ça le problème. Aussi bien dans les pays nord-africains hein, qu'en France, qu'en Belgique ou je ne sais. Des gens qui tombent de haut, mec, lorsqu'ils lisent des textes. Ah, mais moi, je ne pensais pas que c'était comme ci, comme ça. Tu vois. Et même soi-disant des spécialistes. On a vu le débat, par exemple, le débat avec Jacques Le Fou, Mihoub, face au taré djihadiste, hein, qui leur a sorti une arme, une kalash. Hein. Ils ont sorti une arme de guerre. Et le gars dire que lui il combattait les apostats, tout ça, tout ça. Bref, allez voir la vidéo. Très choquante, très, très choquante. Effectivement, qu'est-ce qu'on a vu? Et ils l'ont, et je félicite Jacques Le Fou, Mihoub et toute l'équipe, ils l'ont ridiculisé. Et à la fin de la vidéo, effectivement, hein, on a constaté quoi? Que même les étudiants, soi-disant, ils connaissent rien, mec, sont à côté de la plaque. Ils sont à côté, le mec connaît, mais connaît pas, en fait. C'est ça le délire, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que les mecs, vraiment, qui sont les tenants de cette idéologie, hein, dirigent certaines personnes dans des textes, dans des interprétations, etc. Lorsque tu te spécialises dans le hadith, mec, t'as pas une vision globale de la chose. Mec, t'es spécialisé dans le hadith, t'es spécialisé dans les isnad, dans les khurafat, mec. Est-ce que un tel a vu un tel? Mec, le gars, tu t'es même pas avec lui, tu te bases sur des livres. C'est de la folie, mec. Qu'est-ce que tu crois que le mec il aura le temps alors que son cerveau il est rempli de isnad? C'est pas possible, mec. Ben, oui, et juste je réponds à Laurent Alves. Régulus, en France, on ne partage pas les sources, chacun son domaine, administration déviant. Et c'est ça le problème. Si vraiment ce que tu dis est vrai, si vraiment, moi, c'est pas ce que je constate. Je constate quand même en France, dans certains domaines, on est quand même dans l'interdisciplinarité. C'est pas vrai. Mais, mais par contre, ce que je reproche, c'est dans la recherche des sciences humaines, justement, de ne pas faire, par exemple, dans le domaine des sciences médicales. Bien sûr qu'il y a de l'interdisciplinarité. Bien sûr que oui. Entre les chimistes, les biochimistes, les biologistes, les statisticiens, les informaticiens, il y a une interdisciplinarité. Les physiciens, il y a beaucoup d'interdisciplinarité dans le domaine des sciences naturelles, par exemple, dans le domaine des recherches en mathématiques, etc., dans le domaine de l'astronomie. Il y a beaucoup de collaborations scientifiques et d'échanges. Sur ça, les preuves sont disponibles sur Internet, soit à travers les conférences, à travers les papiers, donc universitaires, les revues, les études les plus récentes, les thèses les plus récentes. Il y a beaucoup, beaucoup de collaborations.
Par contre, dans le domaine des sciences humaines, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une sorte de surspécialisation ou surcloisonnement ou surenfermement, que je nommerais ça comme ça, dans les recherches. Et je trouve que c'est très dommage, et surtout que ça amène à des conclusions très erronées. Voilà. Il y a une présentation de faits, mais une mauvaise, qui est juste. La manière dont les statistiques sont faites peuvent être très correctes, et choisir l'échantillon peut être très correct, le sujet d'étude peut être très pertinent, l'approche peut être magnifique, elle peut être très juste, très rigoureuse. Par contre, l'interprétation est défaillante, l'interprétation est manquante et lacunaire. Pourquoi? Parce qu'elle ne comment dire? Elle nécessiterait justement la participation d'autres acteurs provenant d'autres justement domaines de compétences pour enrichir cette interprétation et la corriger là où elle connaît ses limites. Parce que la sociologie a beaucoup de limites. Par exemple, la limite individuelle nécessiterait justement de connaître la psychologie de ces personnes-là. Quand on parle de conversion, de déconversion, de radicalisation, de phénomène d'engagement, il faudrait que ce soit des psychologues qui apportent leur lecture, leur analyse. Quand on parle par exemple de mouvements de foule, d'organisation de masse à tel endroit et pas à tel autre, il faudrait comprendre les causes de tout ça. Et donc, il faudrait faire intervenir des juristes qui sont ici une idéologie, par exemple, est organisée d'un point de vue juridique. Il faudrait connaître la jurisprudence de cette idéologie, comme l'islam. Ensuite, pour comprendre la mentalité et la réflexion de ces personnes-là, des djihadistes, il faudrait en comprendre comment se structure, comment s'organise l'idéologie. Donc, il faudrait avoir des théologiens. Vous comprenez? Donc, ça nécessite forcément de l'interdisciplinarité. C'est obligé. Ensuite, il faudrait avoir des géopoliticiens pour avoir une approche géopolitique qui permettrait de comprendre la formation des groupes terroristes, leurs mouvements, la manière dont ils voient le monde, qui est l'ennemi, qui est l'allié, qui est l'ennemi avec qui on peut s'allier et qui est l'ennemi avec qui on ne peut pas s'allier. C'est très important de comprendre ça. Donc, étudier l'histoire aussi, avoir une approche très historique de ce genre de mouvement, voir comprendre ses évolutions. Voilà, parce qu'une idéologie, elle est incarnée par des hommes et des hommes changent, évoluent, ont tendance à s'adapter à des contraintes, ok? Apprendre de leurs défaites, essayer de comprendre comment mieux la prochaine fois on peut revenir plus fort. Par exemple, Daesh maintenant a été battu par la coalition européenne occidentale, mais elle pourrait ressurgir, elle pourrait revenir sous une autre forme. Plein de groupes terroristes qui se déstructurent puis se restructurent. Ok? Voilà. Daesh, d'ailleurs, n'est que le résultat d'une restructuration de groupes terroristes précédents, notamment Al-Qaïda. Bon, je continue. La vidéo. Personnes qui sont parties au djihad, mais il y a une chose qui me questionne, c'est dans tout ce tas de personnes avec les différentes catégories quel est leur Oui. Il y a un an, ils en étaient encore au questionnement, Ya Rabbak. Au questionnement. En fait, moi, je vais juste mettre en perspective un petit truc. Hein, lors de la conquête de l'Égypte. Hein, c'est ça? Oui. Oui. Les mecs, ils ont mis combien de temps, Ya Rabbak, pour traduire les ouvrages malikites? Ils ont mis 10 ans. 10 ans, mec. 10 ans, ils ont compris, ils ont enregistré, mec. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mec. En 10 ans, ils avaient compris le système. Mec, Oui, là, ça fait combien de temps? Là, 2024, ça fait presque 10 ans. Hein? On n'a toujours pas compris. Mais on en est encore à se poser des questions. oui, C'est la conquête de incroyable. l'Égypte a duré de 641 à 654, donc à peu près un peu plus de 10 ans, pas grand-chose, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est censé, allez, on va dire qu'ils ont commencé à s'interroger depuis 2000, allez, les années 2000. Parce que quand même, le phénomène djihadiste et terroriste n'est pas apparu en 2015, on est d'accord. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et ils n'ont pas Oui, mais réussi si à... moi, je prends vraiment l'avènement du califat comme point, vraiment, tu Oui, vois, vraiment, voilà. et là, vraiment, on Et comprend plus rien. et c'est pas Tu vois. possible. Voilà. Oui, c'est pas possible, mec. C'est de la folie. On continue.
ou espoir eschatologique. Non, je pense qu'il a répondu vite fait. Oui. En fait, non, vous avez raison, c'est une vraie question, mais sur laquelle je pense que le second intervenant vous en dira beaucoup plus que moi sur les imaginaires eschatologiques, parce que c'est précisément l'objet de son intervention. Moi, j'ai pas grand-chose automatiquement à vous dire. Ce qu'on voit très clairement, c'est que l'immense majorité d'entre eux sont des soutiens de l'État islamique, se réfèrent à une idéologie salafiste. Alors, ce qui est très dommage, mais ça je l'ai fait remonter à la mission de lutte contre la radicalité violente, c'est que sur les fiches des médiateurs du fait religieux, il y a très peu de choses sur les éléments liés au complotisme ou liés à l'antisémitisme. C'est quasiment absent. Donc, comme si finalement... Ah, voilà, l'analyse est incomplète. L'analyse est parcellaire. L'analyse est lacunaire. Oui, large. Je suis désolé, mais c'est fondamental d'étudier ces facteurs-là. Comprendre un peu, est-ce que le djihadiste est antisémite? Est-ce qu'il est anti-France? Est-ce qu'il est anti-Occident? Est-ce qu'il est plus tendance qutbiste, benniste, voilà, taymiste, d'une certaine manière? Est-ce qu'il a des velléités antisémites, anti-chiites? Est-ce qu'il est complotiste? Il faut comprendre, ça c'est l'approche psychologique d'ailleurs, la capacité à rentrer dans le complotisme, c'est justement des circuits en psychologie qui vont être plus développés chez certains que chez d'autres. Donc, faut vraiment étudier tout ça. C'est bizarre qu'il n'y ait pas, il y ait pas eu justement cette démarche. Dommage. Finalement, cette question du complotisme, cette question de l'antisémitisme, qui relève aussi d'une forme d'eschatologie, en tout cas une réflexion eschatologique, ne se posait pas. Parce que le complotisme et l'antisémitisme sont coraniques. Sont coraniques. Allah, il est tout le temps dans le complot dans les versets. Oui, qu'est-ce qu'ils Non, ont? mais sans même, Ils parlent derrière toi. Voilà. En plus, Oui. moi je trouve que c'est exagéré, sachant qu'il y avait des imams condamnés pour apologie, en France, moi je parle, condamnés pour apologie du terrorisme, notamment citant les hadiths eschatologiques de la fin des temps. Donc, avec les histoires de Pierre et vous savez, donc moi tu Exactement. vois, je suis désolé, mec, dire que oh c'est pas poser la question, nanani, je comprends pas, mec, je comprends pas. Alors que nous, on a lu, mec, des textes d'antisémites notoires à l'époque. On a lu des textes sombres. On continue. Oui, bien sûr. On a eu des gens qui avaient des références sombres aussi dans le discours, mec. Des insultes Oui, sombres. tout à fait. Ils m'ont dit, non, mais en gros, ils sont tous antisémites, donc on n'a même pas besoin de le mettre. Oui, mais bon. Non, là, c'est trop. Mec, c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateur. Pourquoi est-ce qu'on en est là, mec? Des amateurs, mec. Des gens qui sont pas pros. Des gens qui sont plus pressés de prendre le café à la pause de midi plutôt que de bosser sur le sujet sérieusement. On est avec des incompétents. Ils sont tous antisémites, donc on n'a pas besoin de le mettre. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mec? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vers ce genre de personnes que va l'argent de nos impôts. Oui. En plus, faut être honnête. En plus, regarde, mec, pour parler là, par exemple, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu là, par exemple, un mec, je sais pas si tu as vu, Cassius discute souvent avec lui, hein? TikToker sombre qui te dit quoi? Oui, les frères, c'est pas avec en changeant la photo de profil et avec les douhas que on va libérer la Palestine. Wallah, wallah, nanani, nanana. Ce qu'il faut leur faire, c'est une Banu Quraïda, mais là, je peux pas trop parler. Ajoutez-moi sur Snap. Nanani, nanana. Et là, mec, ils te disent que ce mec-là équivaut un autre djihadiste qui n'a même pas ses positions en tête, mec. C'est de la folie. Djihadiste ou radicalisé, ou appelle ça comme tu veux, mec. C'est de la folie, mec. Exactement. Attends 2 secondes.
Voilà, désolé, parce En que là, je fait, suis en train ils comprennent pas que chez les personnes radicalisées ou engagées ou etc., ils comprennent pas qu'il y a des motifs, des raisons, bien des sûr. sensibilités. Et en fait, ils comprennent pas qu'il y en a qui, il y en a pour qui, tu vois, le complotisme juif, tout ça, ils s'en foutent, mec. Mais il y en a d'autres pas du tout. Et donc moi, je comprends pas, mec. Ou c'est comme s'il me disait que un Mera, hein, mec qui allait s'attaquer directement à des personnes juives, hein, des enfants et Arabak, je me dis l'équivalent d'une autre attaque. Et je comprends pas, mec, je comprends pas. Je comprends Non, mais pas. Le voilà. mec, ou Halimi, pareil. Un Oui, meurtre antisémite d'une barbarie atroce, mec. Et tu viens, oui, tu oui, me c'est dis, ignoble, c'est ignoble. l'équivalent d'une autre attaque. Non, il y a d'autres attaques aussi qui étaient ignobles, mais il y en a qui revêtent un caractère, mec, un Ah, ouais, caractère antisémite, qui envoie des messages politiques. on continue. Ouais, t'as raison. Ah, voilà. Bon, on aurait aimé avoir un petit peu plus quand même de détails sur le niveau d'antisémitisme, comment ils s'exprimaient, etc. Pareil pour le complotisme. Hein, donc, parce que quand vous parlez avec eux, quand vous êtes en entretien, aucun ne se dit complotiste. Hein, au contraire, ils mettent ça véritablement à distance. Et d'ailleurs, pour eux, les complotistes, c'est plutôt les chiites, ils sont tous complotistes, etc. Donc, ce qui est déjà en soi une réflexion complotiste. Bon. Mais Mec, pour eux, les chiites sont complotistes par rapport à Hetman et des histoires comme ça. Mais mec, c'est de la folie, en fait. C'est toute une matrix, mec. C'est une boîte infinie. On est dans la régression à l'infini, mec. Parce que chacun va penser que l'autre Oui, est oui, oui, complotiste. C'est trop, exactement. c'est trop, c'est trop, c'est trop. et voilà, je ne peux pas tellement vous en dire plus. Merci beaucoup. Alors, Je si peux vous pas en avez dire une autre question, plus. la dernière, et puis on passera à la suivante. Allez-y, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Vous avez donné un certain nombre de points statistiques sur les différents profils. Est-ce que vous auriez également des éléments pour appréhender un petit peu ce qu'on met dans ce paquet un peu global d'ANT? Vous l'avez dit, parfois certains ont été condamnés pour avoir donné un billet de 100 euros, des mamans voilà, qui ont donné 200 euros pour subvenir aux besoins de leurs enfants sur zone, les grands-pères partis chercher leurs petits-enfants également en Turquie. Est-ce que par rapport à l'ensemble des cas que vous avez pu étudier, vous avez pu faire des statistiques sur ceux qui avaient été véritablement condamnés pour des faits de violence, de djihadisme, ou ceux qui étaient simplement partis sur zone, ceux qui avaient apporté... Alors oui, je les ai, les chiffres, je ne les ai pas mis là, mais c'est un peu long parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas pu mettre. Mais en effet, c'est une très très bonne question. L'infraction ANT, même les magistrats la qualifient un peu d'infraction fourre-tout. On est vraiment absolument tout dedans. Et on a Ah, mec, c'est horrible, mec. C'est même la justice fait pas un bon boulot. Infraction fourre-tout, mec. On n'arrive pas. Non, mais là, c'est trop. Je te jure, c'est trop. Oui, mais au final, ça sert à quoi de nous dire que on fait des statistiques, etc., si au final, les variables sont des variables fourre-tout, ya Rabbak. Comment vous faites des statistiques, les frères? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mec, on est vraiment dans de l'amateurisme à tous les niveaux, dans la recherche, dans la justice, dans la politique, mec. Y a rien qui est sérieux dans un pays, mec, qui ne se prend pas au sérieux. Comment voulez-vous que le peuple soit sérieux quand, quand dans les institutions, nous ne sommes pas sérieux? Institution judiciaire, mec, on te parle de infraction fourre-tout. Alors qu'on est censé être l'un des pays les plus procéduriers d'un point de vue administratif au monde, quand même. C'est comme le Coran, c'est pêle-mêle. Et infraction fourre-tout, les gars, dans les commentaires. Je vous jure que vous réagissez sur ça, parce que là, c'est trop. Là, j'en ai marre, en fait. Oui, oui, là, c'est trop, là, c'est trop. et Là, les c'est trop. statistiques des gens qui sont poursuivis pour. Alors, en gros, vous avez ANT atteinte aux personnes, ANT atteinte aux biens, ANT soutien logistique, ANT départ sur zone, ANT projet de départ sur zone. Puisque c'est aussi pénalisé, hein, le projet de départ sur zone, ce qui est quand même déjà en soi une rupture avec la logique du droit pénal. Puisque vraiment, en théorie, le droit pénal, c'est que vous avez commis une infraction bien identifiée. Et là, on projette que vous allez peut-être faire une infraction. Et déjà, en soi, c'est pénalisé. Mais non, mais pas du tout, mec. Il a rien compris. Il n'a rien compris, mec. Il n'a rien compris, mec. Vraiment, il n'a rien compris. C'est comme si, regarde, mec, c'est comme si tu dis, tu as fait une tentative de braquage d'une banque, elle a foiré, mec, mais on ne te condamne pas. C'est le même principe, ya Rabbak. Il n'a rien compris. Lui, il te dit non, mais en fait, tu ne l'as pas fait, et on suppose que tu l'aurais fait, donc tu es condamné. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas Ah, sérieux.
En fait, il est vraiment que sociologue. Il n'arrive même pas à avoir des connaissances juridiques ou des connaissances sur le domaine. En fait, il comprend rien. Donc, sur ces 5 AMT, ces 5 qualifications d'AMT, l'AMT atteinte aux personnes. Et tu vois, le problème, c'est que là, dans ce discours, si en plus en le servant comme ça, moi je suis désolé, mais ça donne du grain à moudre de l'autre côté, de dire: Bah oui. «Regardez, il nous condamne injustement, la loi du Tarout, elle condamne arbitrairement, nanani, nanana». Alors que non, Alors que normalement, on est projet de censé être dans départ, tout. c'est un départ raté. C'est pas quelqu'un juste, il pense à y aller. Ça, c'est stupide. Stupide. Aïe, 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 mec, je comprends Voilà. plus rien avec eux. Elle est tout à fait minoritaire. Donc, j'ai pas les chiffres en tête, je ne vais pas vous dire des bêtises, je les ai dans le rapport qui va être publié là, prochainement sur le site de la direction de l'administration pénitentiaire, qui sera en accès libre, donc vous pourrez aller voir. Mais vous avez raison, c'est très fourre-tout, et vous avez massivement des gens qui sont poursuivis pour départ sur zone, pour projet de départ, et pour soutien logistique. Il y a une infraction AMT qui n'est pas qualifiée ici parce qu'elle n'est pas du ressort centralisé du CNAT, mais elle est du ressort des différents parquets locaux, c'est l'apologie. L'infraction pour apologie de terrorisme qui ne fait pas partie des AMT qui sont centralisées ici. Même s'il y a souvent, en plus de l'apologie, qui est soulignée par les magistrats instructeurs.